Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Critiqué par les syndicats, dénoncé par le patronat, moqué par l'opposition qui y voit une vaste supercherie, la prime obligatoire aux salariés a été fermement défendue aujourd'hui par Nicolas Sarkozy au nom de la justice sociale. Alors à qui profitera cette mesure? Analyse à suivre de Jean-Louis Gombault. Et plus généralement, nous parlerons emploi et pouvoir d'achat avec un invité exceptionnel ce soir, dont la parole est rare, Raymond Soubi, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy et membre du Conseil économique et social. Il y a des dates qui marquent durablement. C'était il y a 9 ans, le 21 avril 2002. Jean-Marie Le Pen était qualifié au second tour de la présidentielle. Et dans un an, si l'on en croit les récents sondages, le Front National pourrait rééditer son exploit. Mais à 12 mois des présidentielles, les incertitudes sont grandes et les écarts très serrés entre les candidats déclarés et à venir. Décryptage à suivre. Comment faire redémarrer le processus de paix israélo-palestinien actuellement au point mort? En visite à Paris, le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a fait progresser l'idée d'une reconnaissance d'un État palestinien par la France et ses partenaires européens. Au même moment, Barack Obama et le Premier ministre israélien Netanyahou ont promis de nouvelles initiatives pour réanimer le dialogue entre les deux parties. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir, le 21 avril. La date à laquelle, il y a exactement 9 ans, Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé au second tour de la présidentielle. Cette date revient aujourd'hui sans cesse dans la bouche des responsables politiques et le plus souvent, elle est agitée comme un spectre pour éviter le même scénario dans un an, en 2012. Marie Brémaud. Ils sont nombreux à vouloir tenter leur chance. L'élection présidentielle attire et les candidats intéressés ne manquent pas. Mais le parcours pour y arriver est semé d'embûches. Ce dont il faut avoir conscience, c'est que le dépôt effectif des candidatures et la publication officielle de la liste des candidats, elle interviendra fin mars 2012. Fin mars 2012. Donc jusqu'à ce moment-là, tous ceux qui aspirent à la candidature ont largement le temps de se décider, y compris pour renoncer lorsque véritablement on en arrivera à la date réelle de dépôt des candidatures. Réduire le nombre de candidatures, plusieurs voix s'élèvent aujourd'hui pour exprimer leur crainte d'un autre 21 avril. À droite, Alain Lamassoure, à gauche, les jeunes socialistes militent déjà pour une candidature unique de part et d'autre. Le FN a le vent en poupe. Certains proposent donc de revoir les conditions de candidature à l'élection et plus particulièrement le nombre nécessaire de parrainage d'élus. On peut par exemple augmenter le nombre de parrains. Ils sont actuellement 500. On peut exiger qu'ils soient à 1000. Il faut qu'ils soient répartis dans 30 départements. On peut désormais exiger qu'ils soient répartis dans 50 départements. Mais une autre donnée pourrait en décourager plus d'un, le risque financier à supporter. En effet, l'État rembourse la moitié des dépenses des candidats ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. Dominique de Villepin, Hervé Morin, Nicolas Dupont-Aignan ou encore Nathalie Arthaud pourraient renoncer par peur que l'on touche à leur porte-monnaie. Et le 21 avril, c'est aussi la date choisie par Ramayad pour lancer le premier débat de son club politique intitulé « Allons enfants ». Fraîchement sorti de l'UMP pour rejoindre le parti radical de Jean-Louis Borloo, l'ancienne ministre veut faire face, dit-elle, au Front National qui prospère des manques des différents partis. Patrick Jean-Pierre était au rendez-vous, place de la Bastille. C'est à la Bastille que Ramayad a choisi de faire son comeback politique. Un symbole pour montrer son attachement à la République. L'ex-ministre UMP de Nicolas Sarkozy veut se démarquer aujourd'hui à travers ce laboratoire d'idées lancé pour ceux qui se sentent exclus de la politique. Malgré sa popularité, l'ex-secrétaire d'État, écarté du gouvernement en novembre dernier, a encore beaucoup à faire pour conforter sa légitimité politique. Je vais voir qu'est-ce qu'elle va dire et à ce moment-là, je verrai quelle opinion j'aurai de ce qu'elle dira. Ce premier débat aura somme toute attiré du monde. Un pari donc réussi pour Ramayad qui n'a pas choisi la date de lancement par hasard.
Un 21 avril 2002, le Front National passait au deuxième tour de la présidentielle. Pour contrer Marine Le Pen, le club politique Allons Enfants de Ramayad joue donc la carte de la diversité au sens large. Au-delà de la question de la diversité ethnique, puisque quand on parle de diversité, on parle de cela, il y a la question de la diversité sociale, la question de la diversité des territoires qui se pose à ce pays. Et c'est construire l'unité du pays autour de la diversité. C'est le projet qui est le projet inverse de ce qui est en train de monter à l'extrême droite. Mais au-delà de ces réunions de café, c'est son avenir politique que Ramayad prépare. Elle pourrait être tentée par un siège national dans les Hauts-de-Seine, soit au Sénat, soit à l'Assemblée nationale en 2012. Critiquée par les syndicats, dénoncée par le patronat, moquée par l'opposition qui y voit une vaste supercherie, la prime obligatoire aux salariés a été fermement défendue aujourd'hui par Nicolas Sarkozy au nom de la justice sociale. Alors quels sont les contours de cette mesure? Les explications de Sandra Cerquera. C'est donc la version la plus contraignante qu'a retenue le chef de l'État, dans l'espoir de ressusciter le président du pouvoir d'achat. La prime sociale sera obligatoire dans toutes les entreprises d'au moins 50 salariés, dont le dividende est en hausse. En revanche, on ne parle plus d'une prime de 1 000 €. Le montant sera négocié entre direction et syndicats au sein des entreprises. Une prime exonérée de charges sociales et d'impôts sur les sociétés, dont le plafond est encore à définir, mais elle sera soumise à la CSG et à la CRDS. Aucune obligation en revanche pour les entreprises de moins de 50 salariés. La prime ne sera versée que sur la base du volontariat. 8 millions de personnes seraient concernées, bien peu pour cet économiste, cette mesure le laisse sceptique. Certaines entreprises qui versent des dividendes vont limiter la hausse des dividendes cette année pour justement s'éviter de verser cette prime. Et donc une possibilité, c'est que on verse un peu plus et une partie des bénéfices aille plus vers l'investissement que vers les dividendes. Ça reste tout de même dans les poches de l'actionnaire. Un fardeau de plus pour les entreprises, estime le MEDEF. Les syndicats, eux, dénoncent un cadeau au patronat qui empêchera la hausse des salaires. Le gouvernement veut aller vite et prévoit un vote avant l'été. Le président est en campagne, il veut une loi, hop, qui plus est en urgence, hop, le gouvernement s'exécute et la majorité parlementaire va se plier à ce diktat alors que la fin de session est particulièrement encombrée. Avec des décrets d'application publiés au mois de juillet, la mesure serait opérationnelle dès cette année et les primes versées en pleine campagne présidentielle. La prime obligatoire, on en parle tout de suite avec Jean-Louis Goumbaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors on vient de voir les précisions de notre journaliste Sandra Cerquera, mais est-ce qu'il y a encore des éléments encore flous autour de cette mesure? Oui, l'essentiel. Là on a le cadre, mais on n'a pas la mécanique. Donc il s'agit bien d'une progression des dividendes. Alors d'abord, non seulement, en gros, 30% des entreprises de plus de 50 salariés versent des dividendes, mais encore faut-il que ce dividende progresse. Par exemple, cette année, à peu près la moitié seulement des entreprises du CAC 40 qui distribuent quand même beaucoup de dividendes vont augmenter leurs dividendes. Et là où ça devient compliqué, c'est qu'on nous dit qu'il va y avoir un versement d'une prime. Donc une prime, c'est un volume, par rapport à une progression. C'est-à-dire que la prime sera de combien si le dividende augmente de 5%, 10%, 15%. Donc en fait, lié à un rythme de progression, à un volume, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc pour l'instant, on ne voit pas du tout comment cette affaire pourra fonctionner. D'ailleurs, on devait avoir cet après-midi, de la part de Matignon, les modalités de l'application de cette prime. On les attendait, oui. Et on les attend encore ce soir. Tout à fait. Alors pourquoi il y a une telle opposition de la part des syndicats, j'allais dire de tous les syndicats, par rapport à cette prime? Parce que c'est d'abord, il y a un problème de principe. Nous sommes devant des syndicats de salariés. Donc ils défendent d'abord le salaire. Pour une raison très simple, c'est que le salaire est débarrassé de l'aléa de la prime. L'ouvrier, le salarié vient travailler, il touche son salaire, point final, le reste ne le regarde pas. Or, on se rend compte qu'au fur et à mesure que les années passent, la prime prend de plus en plus d'importance dans la fiche de paie. Aujourd'hui, toutes sortes de primes comprises, évidemment il y a les primes de nuit, les primes pour intensité, mais ça fait quand même déjà 15% des salaires. Et M. Sarkozy semble apprécier particulièrement cette modalité de rémunération. Par exemple, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a instauré les heures supplémentaires défiscalisées. Qu'est-ce que c'est que les heures supplémentaires défiscalisées? C'est bien une prime au supplément de travail sans
charge sociale. Ensuite, l'année d'après, en 2009, il a instauré une prime exceptionnelle de 1 500 €. C'était une prime facultative, exceptionnelle, donc ça n'a pas créé le tollé d'aujourd'hui, mais c'est exactement la même chose, parce que celle-là, elle est obligatoire, mais celle de la dernière fois était exceptionnelle. Et puis ensuite, il a autorisé les salariés à sortir leur prime d'intéressement, qui est également défiscalisée, qui servait normalement à leur épargne pour leur retraite, qui devait être mise de côté. Vous avez le droit de la sortir maintenant, et là aussi, ça a été un supplément de pouvoir d'achat. Toutes ces primes qui se succèdent et qui permettent effectivement de contourner un problème majeur de l'économie française, qui sont le poids des charges sociales et de distribuer du pouvoir d'achat sans charges sociales, ça finit par coûter de l'argent aux caisses de la sécurité sociale. Si vous additionnez le tout, ça fait quand même de l'ordre de 10 milliards d'euros par an pour les caisses de sécurité sociale. Donc les syndicats sont particulièrement inquiets en disant, mais attendez, au fur et à mesure qu'on distribue ces primes, c'est un peu comme si on distribuait le blé en herbe. On distribue ces primes et puis au fur et à mesure, à la fin, il y aura des problèmes pour la sécurité sociale. Donc il y a une opposition fondamentale. L'opposition du MEDEF, elle est d'ordre différent. C'est qu'effectivement, on rentre dans l'entreprise et on les oblige à négocier des augmentations de primes par rapport au dividende. de l'État. C'est un interventionnisme de l'État, incontestablement, sur la politique salariale de l'entreprise. Cela dit, un patron, lorsqu'il fait son calcul, eh bien évidemment, la masse, il intègre le fait qu'il va devoir distribuer des primes dans la distribution de salaire. Donc en fait, il y aura plus de primes. Et en échange, il y aura moins de salaire. Merci beaucoup Jean-Louis pour cette analyse. Restez avec nous dans un instant. Nous allons justement reparler de cette prime avec notre invité du 22h. C'est un invité exceptionnel parce qu'il parle peu. C'est l'ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. La suite du 22h à présent. On se souvient tous de cette date, le 21 avril 2002. Il y a 9 ans, sur le coup de 20h, le verdict tombe. Lionel Jospin n'est pas qualifié pour le second tour des présidentielles, battu par le frontiste Jean-Marie Le Pen. Je vous propose tout de suite de réécouter une partie de la déclaration de l'ancien Premier ministre socialiste. Le résultat du premier tour de l'élection présidentielle qui vient de tomber est comme un coup de tonnerre. Voir l'extrême droite représenter 20% des voix dans notre pays et son principal candidat affronter celui de la droite au second tour est un signe très inquiétant pour la France et pour notre démocratie. Voilà, évidemment, ça rappelle des souvenirs à tout le monde. Jean-Daniel Lévy, bonsoir. Bienvenue à vous, directeur du département opinion et corporate de l'Institut Harris Interactive. On va juste préciser que intention de vote ne vaut pas vote et que nous sommes toujours à 1 an de la présidentielle. Quelques précautions. Alors, d'études en études et de sondage en sondage, le Front National, on le voit, et chez vous en particulier aussi avec vos études, reste très haut. Mais est-ce que c'est forcément positif pour Marine Le Pen? Est-ce que cela ne peut pas jouer en faveur des autres camps qui vont se mobiliser à droite comme à gauche contre elle? C'est ce à quoi on a pu assister dans un premier temps. Vous vous rappelez qu'il y a environ 1 mois, Harris Interactive avait sorti une enquête qui avait créé une vraie émotion dans le pays. On avait vu une remobilisation de la part des camps de droite et de gauche, et souvent au détriment des petits candidats. Et ça fait pour partie écho au sujet qui tout à l'heure a été diffusé, une certaine forme de vote utile, ou en tout cas de déclaration d'intention de vote dans le cadre de nos enquêtes d'opinion qui apparaissait comme étant utile. Et puis il s'est passé 1 mois. 1 mois avec des élections cantonales qui ont montré que le Front National était relativement bien implanté dans le pays, qu'il était présent dans un 5e des cantons au 2e tour de ces élections, et que lorsqu'on interrogeait les Français sur le fait d'avoir soi-même, éventuellement, dans son canton, un conseiller général qui soit un conseiller général du Front National, ceci ne suscitait pas un émoi particulier de la part des Français. Pas plus qu'on a pu assister à un sursaut de mobilisation dans les cantons dans lesquels le Front National était présent au 2e tour, confronté soit à un candidat de droite, soit à un candidat de gauche. Donc on est dans une période où aujourd'hui, le fait que enquête après enquête, voire même à la suite des élections cantonales, les faits aient été relativement marquants, ceci s'inscrit comme étant un phénomène ne suscitant pas l'ire majeur des électeurs aujourd'hui.
Et est-ce que ça peut susciter ou créer un sursaut sur la scène politique? Est-ce qu'à droite, certains candidats, on pense à Dominique de Villepin, à Jean-Louis Borloo, même si ce n'est pas encore déclaré, est-ce qu'ils peuvent se dire eh ben, on n'y va pas parce que ça risque de marquer l'échec de notre camp et puis peut-être aussi à gauche, je pense aux Verts? Ce qui est indéniable, c'est qu'il commence à y avoir un débat de la part des responsables politiques. On a vu l'appel du 21 avril qui a été lancé par certains, qui se traduit notamment par la nécessité, selon ces organisateurs, de faire en sorte qu'il puisse y avoir le moins de candidats possible. On voit qu'au sein de la droite se pose même la question d'organiser des primaires pour savoir si ce doit être Nicolas Sarkozy ou une autre personnalité qui représente le camp. Vous avez vu la réponse des caciques de la majorité. On a vu absolument ces réponses, mais quoi qu'il en soit, il y a aujourd'hui un certain nombre de débats qui se posent. Et derrière les candidatures, aussi bien de Jean-Louis Borloo que de Dominique de Villepin ou du candidat écologiste, comme vous le disiez tout à l'heure, qui commencent à poser un certain nombre de questions. On sait que du côté des écologistes, par exemple, se pose la question d'un accord avec les dirigeants socialistes pour ne pas présenter de candidat à la présidentielle, mais négocier des circonscriptions gagnables dans le cadre des élections législatives. On voit qu'aujourd'hui, il y a un débat à droite sur la nécessité de voir Jean-Louis Borloo partir au combat, de voir Dominique de Villepin perdurer et dans son entreprise de campagne potentielle à l'élection présidentielle. Donc effectivement, il y a aujourd'hui un débat qui traverse la classe politique. Mais est-ce que Nicolas Sarkozy reste quand même le candidat naturel à droite? Alors, lorsque nous, on interroge les électeurs, il n'est pas disqualifié. Il y a une petite hésitation entre François Fillon... Mais il ne décroche pas. Et il ne décroche pas de manière massive, on le voit. Les électeurs de droite parlent et de François Fillon et de Nicolas Sarkozy. Et lorsqu'on va au cœur de la droite, parmi les sympathisants de l'UMP, ces derniers déclarent que ce doit être aujourd'hui Nicolas Sarkozy qui le représente dans le cadre de la prochaine présidentielle. Donc au niveau de l'électorat actuel, il n'y a pas de remise en cause de la légitimité de Nicolas Sarkozy à être le prochain candidat de l'UMP. Merci beaucoup Jean-Daniel Lévy pour toutes ces précisions. Et nous parlerons d'ailleurs de la candidature de Nicolas Sarkozy en 2012 avec quelqu'un qui le connaît très bien. Je vous en parlais tout à l'heure. C'est son ancien conseiller social Raymond Soubi, invité du 22h dans un instant. C'est juste après le tour de l'info. Il est préparé pour vous ce soir par Mounir Soussi. Une déclaration pour repousser les soupçons de conflit d'intérêts. Les membres du gouvernement ont dévoilé aujourd'hui les activités et placements qui pourraient entrer en contradiction avec leur mission. On apprend que François Fillon a des actions EDF et qu'Alain Juppé a souscrit une assurance vie. Aucun montant des biens possédés par les ministres ou leurs conjoints n'est affiché car ces fiches ne sont pas des déclarations de patrimoine. Depuis l'affaire Woerth-Bettencourt, la notion de transparence commence à s'installer chez les responsables politiques. Le Parlement travaille sur un code de déontologie qui devrait être voté mi-juin. Un État palestinien dès cet automne, la France envisage cette option de plus en plus sérieusement. Nicolas Sarkozy a reçu aujourd'hui le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Aucune décision n'a été prise, mais Paris met l'hypothèse d'une reconnaissance sur la table. Le blocage des négociations de paix avec Israël, additionné aux divisions interpalestiniennes, paralyse la situation au Proche-Orient. En Libye, les insurgés ont fait une percée dans l'ouest du pays. Ce matin, les rebelles ont pris le contrôle d'un poste frontière séparant le pays de la Tunisie. Mais à Misrata, cité assiégée par les forces loyalistes, la situation n'évolue pas. Les hommes restés fidèles au colonel Kadhafi pilonnent la ville et piègent les rues avec des mines. Sur le plan diplomatique, la France, l'Italie et la Grande-Bretagne confirment l'envoi de conseillers et de formateurs au sol pour épauler la rébellion. La décision a été prise hier de placer auprès de notre envoyé spécial diplomatique auprès du CNT un certain nombre très réduit de cadres qui ont uniquement une fonction de conseil pour aider le CNT dans des domaines organisationnels, logistiques, ayant comme objectif de permettre au CNT de mieux protéger sa population. Le conflit a coûté la vie à 2 journalistes hier. L'envoyé spécial du magazine Vanity Fair, le Britannique Tim Etherington, 41 ans, et le photographe américain du même âge, Chris Andros, ont été tués par l'explosion d'un obus de mortier à Misrata. Leur disparition porte à 3 le nombre de journalistes étrangers tués depuis le début de la révolte. L'invité exceptionnel du 22h ce soir, Raymond Soubi, bienvenue à vous. Bonjour, bonsoir. Membre du Conseil économique, social et environnemental. Après avoir été conseiller social du président Nicolas Sarkozy de 2007 à 2010, alors aujourd'hui, en 2011, les différentes études et rapports qui brossent le portrait social de la France mettent en avant un malaise du vivre ensemble, une hantise du déclassement, une défiance du politique. Est-ce que vous partagez ce visage de la France aujourd'hui? Oui, partiellement oui.
je dirais même largement oui, parce que c'est vrai qu'il y a une sorte de pessimisme ambiant. Et pour essayer de le combattre, il faut en trouver les raisons et les motifs. Alors, il y a d'abord les sujets dont tout le monde parle, qui sont le pouvoir d'achat, qui sont l'emploi, les inégalités. Et lorsqu'on regarde tous ces sujets, au fond, il y a une forme de paradoxe. C'est que les Français ne sont pas contents du tout, ce que montrent les enquêtes d'opinion. Mais d'un autre côté, ce que montrent les enquêtes statistiques, c'est que la situation n'est pas aussi noire ou aussi grise que les Français le pensent. Je prends un exemple très simple, le pouvoir d'achat. Prenez les statistiques de l'INSEE, le pouvoir d'achat ne décroît pas. Il augmente plus légèrement qu'il l'a augmenté, mais il continue à augmenter. Alors pourquoi cet écart entre pour une raison ce qu'ils très perçoivent simple, et ce qu'ils vivent? Pour une raison très simple. Restons toujours sur l'exemple du pouvoir d'achat. Ça tient à deux raisons. Ça tient d'abord à ce que les prix des produits et des services que les Français achètent le plus souvent, payer de la ménagère, etc., il se trouve que ce sont aussi les prix qui augmentent le plus vite. Donc il y a beaucoup plus de contact avec les prix qui augmentent vite qu'avec les prix qui augmentent moins vite. Par exemple, vous achetez un appareil électronique compliqué, les prix ont considérablement baissé, mais vous n'en achetez pas un tous les jours. Et la deuxième raison, c'est que dans votre budget, comme dans le budget de tout le monde, vous avez ce que les économistes appellent des dépenses contraintes, c'est-à-dire tout simplement des dépenses auxquelles vous ne pouvez pas échapper. Et selon le dernier rapport du médiateur de la République, Jean-Paul Delevoye, d'ailleurs qui préside le Conseil économique et social, il y a quand même un profond sentiment d'injustice. Est-ce que selon vous, le besoin de justice sociale n'a pas été un petit peu sous-estimé ces dernières années? Non, je pense que le besoin, le sentiment d'injustice est lié à un double phénomène par le haut et par le bas, si j'ose ainsi m'exprimer, qui concerne beaucoup les classes moyennes, et les classes moyennes qui sont, je dis, les plus moyennes des classes moyennes. Quand vous regardez la structure globale des revenus, la répartition des revenus en France par rapport à d'autres pays, globalement, les inégalités n'augmentent pas. Mais la perception est très différente. Et d'ailleurs, la réalité pour les classes moyennes est différente, parce que d'un côté, ce que les économistes appellent le centile, c'est-à-dire le centième des revenus au-dessus du revenu médian. Donc, une très mince pellicule des plus hauts revenus, eux, augmentent beaucoup plus vite que tous les autres revenus. Et à l'inverse, les revenus les plus bas augmentent aussi plus vite. Parce que le SMIC, par exemple, il va plus vite que l'indice des prix. Et donc, les classes moyennes ont l'impression que les gens qui sont au-dessus d'elles ont des revenus qui progressent très vite, et que les gens qui sont, j'allais dire, au-dessous d'elles, ont aussi un revenu. De là le sentiment de frustration et de déclassement. Donc il y a en effet, pour cette raison, un profond sentiment d'injustice. Et j'ajoute un dernier point, si vous me permettez, de continuer sur ce registre, c'est que il y a des chiffres qui circulent. Par exemple, sur les dirigeants d'entreprise, sur leur rémunération, sur leur stock option, sur leur retraite chapeau, sur leurs avantages, sur leurs bonus, j'en passe, et des meilleurs. Ça qui sont des chiffres au sentiment exorbitants. Oui. Et d'ailleurs, qui parfois sont très importants. Donc les gens se disent, pourquoi des dirigeants qui, au fond, nous prêchent un peu l'austérité, la rigueur, la raison, ne se l'appliquent pas à eux-mêmes? Alors les dirigeants en question ont des raisons. Je les laisse les soins de leur exprimer. Et donc ça contribue à un sentiment, vous voyez, d'injustice par le haut et par le bas. Alors dans ce contexte, Raymond Soubi, est-ce que la prime aux salariés dont on connaît maintenant les contours depuis hier, est-ce que ça peut être l'un des instruments de justice sociale? Oh, ça peut être l'un des instruments. C'est naturellement pas le seul instrument. Mais au fond, cette histoire de la prime, si j'ai bien compris, c'est quoi? C'est l'idée que dans une période où les dividendes reprennent, et là où ils reprennent, il est donc en période de sortie de crise, il est assez légitime que les salariés bénéficient de cette reprise à laquelle ils ont eux-mêmes largement contribué. Alors normalement, et d'ailleurs le patronat n'a pas tort, ça doit se faire à l'intérieur de l'entreprise par le jeu des négociations. Disons, c'est une amicale pression de l'État pour amener les entreprises à faire ce
qu'elle pourrait ou devrait faire d'elle-même. Amicale pression. Peut-être que le patronat ne l'entend pas de cette oreille. Non, en tous il les cas, n'entend pas du tout de cette oreille. On dit, par des sources bien informées, vous allez me le confirmer, que vous êtes à l'origine de cette idée. Moi, je ne suis pas à l'origine de cette idée de prime, parce que j'ai quitté les allées du pouvoir, comme on dit, oui, mais peut-être que vous l'avez soufflé. Depuis un certain nombre de mois. Mais j'ai toujours pensé et dit, en effet, que, en particulier dans les périodes de sortie de crise, les gains de productivité doivent être équitablement répartis entre les actionnaires et les salariés. Alors moi, je ne pensais pas du tout à une prime sur l'instrument qui est utilisé, mais je crois... donc ce n'est pas la meilleure mesure qui a été adoptée? Il y avait une autre solution? Il aurait pu y avoir des mesures qui passent par une réforme de la participation, par exemple, qui aurait été une autre manière de traiter le sujet. Donc je ne juge pas la méthode, mais sur le fond, c'est vrai qu'il faut veiller à ce qu'il y ait un bon partage de ces gains, faute de quoi les sentiments d'injustice, dont vous parliez tout à l'heure, vont croître et embellir dans la société française. Justement, parce que les syndicats, Raymond Soubi, ils disent que cette mesure, elle risque de diviser les salariés, de créer deux catégories de salariés, ceux qui vont en bénéficier et puis les autres, et sans oublier les fonctionnaires à qui on demande beaucoup en ce moment. Deux remarques. La première, c'est que je pense que telle qu'elle est présentée, ce n'est pas tant une mesure sur le pouvoir d'achat qu'une mesure d'équité dans la répartition des gains de la sortie de crise. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Et que donc la mesure, elle s'applique aux entreprises sortant de la crise et qui distribuent des dividendes aux actionnaires. Donc c'est plus une mesure d'équité et de lutte contre les inégalités, dans mon esprit en tout cas, l'esprit des décideurs, je ne sais pas, qu'une mesure de pouvoir d'achat. Et dans ce sens-là, elle s'explique bien. Mais c'est vrai que dans les entreprises dans lesquelles il n'y a pas de progression de dividendes, il n'y aura pas de prime. C'est très important ce que vous dites. Si ce n'est pas une mesure de pouvoir d'achat, est-ce qu'il faut alors aller plus loin et jouer sur un autre levier qui est celui des salaires? Non, je pense que sur le pouvoir d'achat, c'est-à-dire sur les salaires, on ne va pas revenir aux années 1950 où c'était l'État qui fixait l'évolution des salaires. On a quand même quitté ces zones-là depuis 60 ans. Vraiment? Vu que l'État intervient tellement en ce moment? Oui, non, mais pas sur la fixation des salaires. La fixation des rémunérations, ça dépend des entreprises et ça dépend des branches. Et ça relève en effet de procédures dans les entreprises de partage de la valeur. Je crois que c'est un point très important qui est discuté d'ailleurs déjà depuis 2 ans entre le patronat et les syndicats, indépendamment de l'État, c'est de savoir comment dans les entreprises, dans le dialogue entre le patronat et les syndicats, on met à plat tous les sujets. C'est-à-dire qu'on ne discute pas seulement avec les syndicats des salaires, qui est l'objet de la négociation annuelle sur les salaires, mais on discute aussi de ceci en disant mais voilà quelles sont les intentions sur les investissements et sur les actionnaires. Est-ce que Nicolas Sarkozy, pour prolonger son action, doit se représenter en 2012 ? D'abord, ça relève de lui. Mais donc, je pose la question à son ancien conseiller. Je ne voudrais pas, ayant été en plus son ancien conseiller, je dirais a fortiori, parler à sa place ou parler en son nom. C'est vrai qu'il est assez normal qu'un président en exercice, surtout dans le régime du quinquennat, qui a réduit le temps du dit exercice, pense, souhaite et estime préférable de prolonger son action, en l'occurrence de réforme, dans la durée. Et voilà. Vous le souhaitez aussi. Ça n'appartient qu'à lui. Et vous le souhaitez ça aussi. n'appartient qu'à lui. Merci beaucoup, Raymond Soubi, d'avoir été notre invité, d'autant plus que votre parole est rare. Merci à vous. Merci. Et nous arrivons à la fin de ce journal. Je vous en rappelle, le principal titre, c'est l'UMP qui fait bloc ce soir derrière le président de la République autour de la prime obligatoire aux salariés. Une mesure vivement critiquée aujourd'hui par les syndicats, le patronat et l'opposition qui y voient une vaste supercherie. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Public Sénat. Dans un instant, Parole du monde. Nous parlerons de mariage princier, oui, c'est de saison. Mais au-delà des paillettes, ces alliances, vous allez le voir, sont des moments politiques importants qui remettent au goût du jour dans certains pays l'attachement à la monarchie. Très, très belle soirée à vous.
L'invité de leader est symbolique des types d'entreprises que nous avons chez nous et nous ne le savons pas toujours. Rexel est en effet le leader mondial de la distribution de matériel électrique. Alors, ça vous cause peut-être pas, mais c'est quand même 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 28 000 salariés. Qui dit mieux? Jean-Charles Pause, le PDG de Rexel, est dans Leader. Leader, l'économie par ceux qui la font, c'est ce soir à 23 h sur Public Sénat. Changez votre regard, vous inquiétez pas, mais c'est fait, on pourra monter. Vous auriez dû dire câblé. De 1965 à 1995, François Mitterrand est passé maître dans l'art de parler à la caméra. J'ai senti physiquement à cet instant-là qu'il prenait une dimension supérieure. Dans le fort de ma confiance, de ma conscience, je suis contre la peine de mort. Et c'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Le documentaire, Mitterrand du verbe à l'image, revisite 30 ans de communication politique ou comment un tribun épris de rhétorique a appris à apprivoiser un nouveau média. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Mitterrand du verbe à l'image, samedi à 22 h sur Public Sénat. Ayer estuvo el diablo aquí. Les rois et les reines n'ont jamais été aussi populaires. Les mariages princiers de Kate Middleton et de William en Angleterre ou encore d'Albert de Monaco et de Charlène Wittstock à Monaco remettent les royautés au goût du jour. Mais à quoi sert un roi au XXIe siècle? Quels sont les souverains qui gouvernent et ceux qui se cantonnent à faire de leur fonction un symbole? Les monarchies ont-elles encore de beaux jours devant elles? Émission spéciale dans Parole du Monde. Et puis après la chute de Ben Ali, comment la démocratie est-elle en train de se mettre en place en Tunisie à l'approche des élections législatives prévues le 24 juillet prochain? La sénatrice Monique Cerisier-Benguiga est allée observer le processus démocratique en cours. Elle nous livre ses impressions dans Retour de mission. Mais d'abord, comme d'habitude, un petit tour du monde des télévisions étrangères. Écran d'ailleurs est préparé par Paul Bouffard. Survivre à la fin du monde. Au Chili, la dernière télé-réalité à la mode pousse ses participants dans leur retranchement. Agneau zéro ou 20 candidats qui s'adaptent en direct à des conditions de vie après une catastrophe majeure. Tollé général, surtout quand la production les force à boire leur urine. Fue impactante, nunca antes visto en la televisión chilena. Canal 13 hizo gala de su expertise en materia de realities, ahora con Año Cero, el más extremo de todos. Ni vu ni connu, enfin presque. Devant un parterre de caméras, le président tchèque Václav Klaus s'est pris en flagrant délit de vol de stylo. Alors que son homologue chilien l'accueille chaleureusement, il ne peut s'empêcher de subtiliser l'objet par un tour de passe-passe pas très discret. Muy buenos días. Quiero en primer lugar dar una cordial y cariñosa bienvenida al presidente Václav Klaus y a la delegación de amigos de la República Checa que nos visita. La verdad es que la República Checa ha tenido siempre una gran participación. Sur la chaîne nationale Pro Ouattara, Télé Côte d'Ivoire, ce journaliste ne peut cacher son soulagement. À la seconde où l'ère Laurent Gbagbo s'achève, il prend l'antenne en direct et annonce la libération du peuple ivoirien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouf, Gbagbo c'est fini. La Côte d'Ivoire est libérée. L'ancien président a bel et bien été arrêté ce matin, plus précisément à la mi-journée par les forces républicaines. Le voilà sur vos écrans.